D'après moi, l'hypersexualisation, dans le fond, je sais pas vraiment. Bien, en fait, définir l'hypersexualisation, ça a beaucoup été fait de par le passé, mais pour faire quelque chose de concret, c'est d'utiliser la sexualité dans ses représentations, comme la nudité, ou carrément dans son action, dans des contextes qui ne sont pas pertinents, que ce soit pour vendre, pour faire de l'argent, que ce soit aussi dans des moments où tu ne t'attendrais pas du tout à voir un corps nu, par exemple, associer des choses qui n'ont aucun lien avec la sexualité, mais de se servir de la sexualité comme point d'intérêt ou point de focus pour un but qui n'a aucun lien en théorie avec ce que la sexualité pourrait symboliser. Ouais. Depuis 5-10 ans, là, le petit sentiment d'urgence qui n'était pas là avant est causé beaucoup par le fait que la tolérance au niveau de la nudité, de la sexualité est plus grande. Puis aussi au niveau de l'accès, là, avec tout ce qui est distribution, Internet et tout ça, c'est beaucoup plus facile maintenant de placarder une ville entière avec un slogan, avec une publicité que ça l'était là, auparavant. Je vois beaucoup de monde à l'école que c'est l'hiver, puis ils portent les jupes courtes, puis les gros décolletés, les camisoles, puis même si on n'a pas le droit, mais tu sais. J'imagine qu'il y a une pression derrière ça. C'est justement, les garçons, ils embarquent là-dedans, c'est sûr. Quand un garçon, il voit une fille, puis il dit aux autres filles, hey, elle est belle, elle a des belles fesses, toutes les filles veulent savoir dire ça aussi. Là. Pourquoi les adolescents sont plus vulnérables à ça? Ils sont tellement en quête d'images, de modèles à cet âge-là et sont en pleine puberté. Donc, leur corps est en changement. C'est un petit peu comme une roulette russe. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça va leur donner, la loterie de la puberté. Ils espèrent, évidemment, correspondre à ça, mais ils ne savent pas d'avance. Je regarde un peu des vidéos. Il y a un site, là, je vais sur Tumblr, là-dessus, il y a plein de photos, justement. C'est des photos de monde mince, puis c'est un peu frustrant aussi. Là, tant que moi, c'est une femme parfaite. Là. Ouais. On ne voit pas trop les côtes, c'est quand même mince, mais ça a quand même du muscle, ça a quand même un peu de sein. Les attentes qui se créent. Quand tu es une petite fille, tu n'as pas encore eu de puberté, tu vois ces modèles-là, tu veux leur ressembler. Ta puberté arrive, tu peux être chanceuse, ça va bien, tu peux être moins chanceuse puis que ça ne corresponde pas à ce que tu voulais. Et là, tu dois faire des deuils au niveau de ce à quoi tu ressembles, que tu sois petite fille ou petit garçon. Il y en a qui vont passer leur semaine au gym, ils ne seront jamais, tu sais. Donc, pour eux, ça peut être un réajustement qui va durer des fois presque une vie de temps, là. De savoir depuis quand, quel est l'historique de la venue de ce discours-là d'éducation à la sexualité, je vous dirais qu'en 1998, c'était la fameuse réforme de l'éducation qui, par la suite, est devenue le renouveau pédagogique, où on retirait de la grille matière des écoles secondaires le fameux cours de formation-préparation personnelle et sociale. Donc, ce cours-là nous permettait d'exploiter un petit peu la thématique d'éducation à la sexualité, mais c'était aussi de façon variable. En fait, la grosse solution, c'est le sens critique. C'est de développer le sens critique des jeunes. Quand je suis dans une classe, qu'on donne un atelier en hypersexualisation, que j'ai des photos, je leur montre qu'est-ce qui cloche là-dedans, tu sais, les mains se lèvent, ils savent exactement quoi me dire. Ils savent ce que je veux entendre, si on peut dire. Mais quand ils se retrouvent dans leur vie de tous les jours, là, chez eux, à regarder la télé, chez le dentiste, à feuilleter une revue, c'est là que le lien, on dirait qu'il se fait moins. Là. Fait que c'est ça qu'il faudrait réussir à intégrer le sens critique de tout temps, en tout moment, être à l'affût de ça, de dire « Voyons, pourquoi une fille nue là, dans cette publicité-là? C'est-tu vraiment... » Tu sais, questionner ça. Et dans les écoles, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Des ateliers comme je fais, il y a des conférences sur le poids, l'image. Il y a des semaines aussi ou des journées où est-ce qu'on targue sur l'apparence, la beauté naturelle, sans maquillage. Donc ça, c'est tous des pas qui sont faits dans ce sens-là, justement pour que les jeunes voient autre chose que les modèles qu'on leur propose tout le temps, là. Les compétences transversales, lorsqu'on les regarde, c'est ce qui nous suit tout au long de notre vie. C'est nos capacités à pouvoir gérer toutes les situations de la vie quotidienne. Donc, si je regarde des compétences transversales au niveau méthodologique, c'est ma capacité à pouvoir gérer une information, à pouvoir la planifier, l'organiser, la structurer. Donc, quand je regarde les compétences transversales reliées à tout ce qui est l'éducation à la sexualité, bien, c'est aussi d'amener le jeune à développer ces mêmes compétences-là pour que face à lui-même, lors d'une situation, peu importe quelle elle est, il sera capable lui-même de pouvoir porter un jugement,
d'utiliser son esprit critique, de pouvoir même regarder et cibler dans l'information qu'il reçoit laquelle est la plus pertinente. Sa cuisse l'ont ramincé, sa main, ils l'ont changé. Ce qui va rester à faire énormément, c'est l'accompagnement de notre personnel, c'est l'accompagnement de nos enseignants. C'est d'être capable de les outiller, c'est d'être capable de les informer aux besoins, de les tenir à jour de cette nouvelle façon-là d'aborder l'éducation à la sexualité dans certains cas, mais c'est aussi d'être présent au niveau de l'éducation à la sexualité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va continuer notre travail.